Prélude aux guerriers de l'astral, partie 2. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 30 septembre 2024. Il s'agit de la deuxième partie de ce sujet, je vous suggère donc fortement de regarder également la première partie, car j'y fournis beaucoup de contexte nécessaire. Ces informations décrivent la façon dont je vois, comprends et expérimente l'astral, et elles peuvent ou non coïncider avec les points de vue d'autres personnes, mais je soutiens fermement que la nature même de l'astral dicte que chaque personne en fera l'expérience avec le prisme de sa propre compréhension et de son propre niveau de conscience. Par conséquent, je n'invalide pas les différentes expériences des autres personnes, et quoi qu'elles disent de mon point de vue sur ce sujet ne me concerne pas. De mon point de vue, le monde matériel n'existe pas, car il n'est qu'une illusion très convaincante basée sur le verrouillage de la perception d'une âme qui ne comprend la réalité qu'à travers un corps très limité et ses sens. Le monde matériel est également généré par la série d'accords que partagent les personnes, les âmes ayant une vibration similaire, et qui ainsi voient et interprètent l'énergie qui les entoure d'une manière similaire, mais jamais identique. Cette énergie qui les entoure est le monde qu'ils interprètent comme étant celui dans lequel ils vivent, mais ce monde extérieur est également une illusion et une manifestation miroir de leurs propres pensées et interprétations, qui ne sont rien d'autre que leurs vibrations. L'une des particularités du monde matériel, en particulier sur Terre, est la synchronisation de la perception des âmes qui s'y trouvent. Cela est dû au fait de vivre le temps et sa durée de manière plus ou moins similaire, ce qui est réalisé d'abord par les cycles planétaires du jour et de la nuit, puis dans le détail par l'utilisation d'horloges et de montres, qui agissent exactement comme un métronome le fait en musique, pour synchroniser la perception de toute la population sous son influence. En fin de compte, il n'y a pas de monde matériel, car le corps lui-même est une manifestation illusoire et directe de la vibration de son âme, tout comme le reste du monde matériel illusoire dans lequel il se trouve. Tout est astral, et tout est dans l'astral. Il n'y a pas de matière en tant que telle, car chaque particule n'est rien d'autre qu'une concentration d'énergie qui est maintenue ensemble par des ondes stationnaires, qui sont générées par des harmoniques d'une fréquence, émanant des schémas de pensée de la conscience qui fait l'expérience d'elle-même comme une unité sensible, tout en étant aussi la source elle-même. Je peux également décrire l'astral, du moins certaines de ces parties qui, en termes de fréquence et de vibration, sont les plus proches de la plage existentielle que nous appelons le monde des vivants, comme étant également des royaumes matériels, car là-bas une personne, une âme peut également faire l'expérience des objets, des distances et d'avoir un corps. Ce corps est souvent décrit par d'autres personnes ou auteurs comme le corps astral, que je peux décrire comme une version plus légère du corps matériel dur, lent et pâteux du monde des vivants, tout en étant soumis aux mêmes principes et raisons pour lesquels ils se sont tous deux manifestés, en tant que matérialisation directe de l'idée, du concept de soi, d'une identité, de l'une ou l'autre âme particulière. Ce corps, astral, est ce que beaucoup rencontrent ou décrivent comme des fantômes, et c'est pourquoi beaucoup ressemblent au corps qu'ils utilisaient de leur vivant. Remarquez ici que la plupart des personnes désincarnées ressemblent souvent aux meilleures versions d'elles-mêmes, lorsqu'elles sont jeunes par exemple, car c'est leur concept d'identité personnelle le plus répandu, mais cela varie d'un sujet à l'autre. Par conséquent, lorsqu'un fantôme ou une apparition est rencontré et qu'il semble plus âgé ou plus jeune, c'est parce que son corps astral reflète la silhouette, la forme et l'âge auquel il s'identifie le plus et auquel il est le plus fortement attaché. C'est pourquoi il est important de se débarrasser de tous ces attachements de son vivant, et de laisser de côté cette ébauche d'auto-identification que la plupart des gens ont avec le corps matériel, car cette idée qu'ils sont le corps, et seulement un corps biologique, est ce qui les maintient piégés dans les royaumes matériels, se réincarnant donc constamment et de façon chaotique. Car avec cette façon et cette mentalité, ils ont peu ou pas de contrôle sur leur propre image d'eux-mêmes, et sur ce qui est matérialisé et manifesté à partir d'elle. Chaque lieu ou royaume de l'astral possède ses propres règles et lois, dont certaines peuvent être similaires à celles du monde matériel, puisque ce n'est qu'un autre royaume de l'astral. Ces règles et lois de chaque royaume astral obéissent au même principe que celles du monde des vivants, ce qui signifie qu'il s'agit de royaumes co-manifestés, façonnés et formés par les âmes qui en font l'expérience, qui y résident, et principalement en raison d'accords de perception entre ces âmes. Les royaumes astraux peuvent également être appelés les éthers, et l'unité de la source est le mélange de tous ces royaumes en une seule masse puissante, qui efface la dualité.
Toutes les subdivisions de l'astral ne sont que subjectives et basées sur les idées des âmes qui s'y trouvent, et la portée, l'étendue et la qualité des royaumes astraux dans lesquels elles vivent ne seront qu'une image directe de leurs propres limitations. À proprement parler, et comme je l'ai déjà dit, il y a un royaume astral, une densité et une dimension pour chaque âme sensible, car ils ne sont rien d'autre que son propre reflet. Vous observez un royaume existentiel, et vous voyez dans les recoins les plus profonds de l'être ou des êtres qui l'ont manifesté, et dans leur inconscient le plus profond. Une fois que vous êtes conscient de tout cela, et pas seulement au niveau du cortex frontal, mais au plus profond de votre être, et que vous prenez pour acquis que vous êtes une âme, et un royaume entier, vous commencez à gagner beaucoup de liberté, car les tragédies de la vie, et toutes ces difficultés cessent d'être si dramatiques, et vous devenez conscient de votre propre manifestation interne, et de la puissance de manifestation de votre royaume. Vous ne vous identifiez plus au corps, car vous comprenez pleinement et profondément que vous en avez un, mais que vous n'en êtes pas un, bien qu'il soit aussi une manifestation directe et un reflet de vos pensées et de votre inconscient. C'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à vous dissocier des informations qui vous parviennent à votre conscience par les sens biologiques du corps, et que vous commencez à écouter d'autres perceptions beaucoup plus subtiles, dont beaucoup diraient qu'elles viennent du monde des esprits. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, celles dont on peut dire qu'elles ont trompé la mort, ouvrent une voie de perception vers les royaumes astraux qui correspondent le plus à leurs pensées, idées et vibrations. C'est comme si une barrière avait été franchie chez eux, mais c'est plutôt comme un apprentissage, un résultat direct de leur expérience du côté des esprits, et ils s'en souviennent lorsqu'ils reviennent dans leur corps, lorsqu'ils sont réanimés, comme dans une salle d'urgence d'un hôpital. Sur Terre, mais pas seulement, il y a un fort voile de l'oubli, qui impose fortement aux âmes qui y résident, un sentiment et une expérience comme si ce qui est dans ce royaume matériel était tout ce qui existe. Après une expérience de mort imminente, ou une autre expérience similaire avec des résultats similaires, la personne, le sujet avec une âme, réapprend que le corps matériel et le royaume physique ne sont pas tout ce qui existe. Ils peuvent commencer à passer dans l'astral de plusieurs façons, chacune leur étant particulière, ils peuvent commencer à voir dans l'astral des animaux, des entités, des choses et des personnes, y compris des désincarnés, avec beaucoup de facilité. Ils peuvent devenir des médiums ou des personnes sensibles qui peuvent remarquer des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Ce que chaque personne, chaque âme expérimente en passant dans l'astral dépend logiquement de sa vibration, c'est-à-dire de ses pensées et de ses émotions, de sorte que ce que vit une personne peut différer ou non de ce que vit une autre. Une âme ne peut que se voir et faire l'expérience d'elle-même, par conséquent le royaume astral, ou les royaumes qu'elle peut percevoir, ne seront que son reflet. C'est pourquoi les personnes qui croient fermement en l'une ou l'autre religion manifesteront littéralement un monde astral qui correspond à leurs vibrations, et donc à leurs attentes également. Cela peut être, et est dangereux à bien des égards, car cela corrobore fortement leur système de croyance et leur religion, qu'ils peuvent alors vouloir fanatiquement imposer aux autres comme s'il s'agissait d'une vérité ultime. Alors qu'en réalité, chaque personne, chaque âme, aura sa propre vérité, parce qu'elle n'est que le miroir de qui elles sont. C'est pourquoi il peut y avoir un paradis, un enfer, et tous les noms des variantes entre les deux, car ils ne sont que la manifestation et les reflets des âmes à l'intérieur, mais ils peuvent ou non s'appliquer à d'autres êtres sensibles avec une âme, qui manifestent également des choses et des royaumes très différents. C'est la décision de chaque âme de vivre ce qu'elle expérimentera ensuite, un paradis ou un enfer. C'est ce que chaque âme est, ce en quoi elle croit, sa vibration, ses idées, son éthique et ses valeurs, qui déterminent son domaine existentiel du côté des vivants et du côté des esprits également. C'est donc ce que vous faites réellement qui compte, et non ce que vous dites que vous ferez. Vous êtes ce que vous avez fait. Dans la vie, ce qui compte, c'est ce que vous avez expérimenté et appris, et c'est ce qui nourrit le plus votre âme dans sa nécessaire expansion, et non l'accumulation vide d'objets matériels et de richesses. Pourtant, la richesse vous aide à acquérir la liberté et les objets matériels, et ceux-ci ont également une grande valeur spirituelle, car ils offrent aussi une expérience de vie enrichissante, si c'est ce que veut une âme, et donc beaucoup d'apprentissage en découle également. Je considère que la diabolisation des objets matériels dans les communautés spirituelles est liée au désir d'échapper à l'ego, car davantage de contrôle spirituel matriciel empêche les bonnes personnes de gagner en liberté et en indépendance par rapport au système oppressif sur Terre, ce qui les empêche également d'agir et de travailler contre l'establishment. Le secret réside peut-être dans un équilibre sain entre les expériences fournies par les objets matériels et la valeur et l'importance d'autres pratiques non matérielles. L'éthique et les priorités entrent ici en jeu, où la richesse et les objets matériels ne devraient jamais être privilégiés par rapport à tout ce qui est sensible et doté d'une âme.
Ce sujet va continuer. C'était un prélude qui est nécessaire pour bien comprendre ce que je vais dire et décrire ensuite dans Les Guerriers de l'Astral partie 3. Sinon cela pourrait ressembler à un simple trip à l'acide, si je ne décris pas en détail d'où vient tout cela. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder mes vidéos et de les liker, de les partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie Soie.